13 mars 1850, à bord de notre cange, à 12 lieues au-delà de Sienne. Dans 6 ou 7 heures, nous allons passer sous le tropique de ce vieux matin de Cancer. Il fait dans ce moment 30 degrés de chaleur à l'ombre. Nous sommes nu-pieds, en chemise. Je t'écris sur mon divan, au bruit des tarabouks de nos matelots qui chantent en frappant dans leurs mains. Le soleil tape d'aplomb sur la tente de notre pont. Le Nil est plat comme un fleuve d'acier. Il y a de grands palmiers sur les rives. Le ciel est tout bleu. Ô pauvre vieux de mon cœur. Qu'est-ce que tu fais, toi, à Rouen? Il y a longtemps que je n'ai reçu de tes lettres, ou pour mieux dire, j'en ai encore reçu qu'une, datée de la fin de décembre, et à laquelle j'ai répondu immédiatement. Peut-être en ai-je une autre d'arrivée au Caire, ou qui est en route maintenant pour parvenir jusqu'à moi. Ma mère m'écrit qu'elle ne te voit guère souvent. Pourquoi cela? Si ça t'embête trop, fais-le un peu à cause de moi, et tâche de me dire ce qui se passe dans ma maison, sous tous les rapports possibles. As-tu été à Paris? Es-tu retourné chez Gautier? Et Pradier, l'as-tu vu? Qu'est-ce qu'est devenu le voyage en Angleterre à propos du comte chinois? Je rognonne souvent de tes vers, va, pauvre bougre. J'ai besoin tout de suite de te faire une réparation éclatante relativement au mot vagabond appliqué au Nil. Que le Nil vagabond roule sur ses rivages. Il n'y a pas de désignation plus juste, plus précise, ni plus large à la fois. C'est un fleuve cocasse et magnifique, qui ressemble plutôt à un océan qu'à autre chose. Des grèves de sable s'étendent à perte de vue sur ses bords, sillonnés par le vent comme les plages de la mer. Cela a des proportions telles que l'on ne sait pas de quel côté est le courant, et souvent on se croit enfermé dans un grand lac. Ah mais si tu t'attends à une lettre un peu propre, tu te trompes. Je t'avertis très sérieusement que mon intelligence a beaucoup baissé. En fait de travail, je lis tous les jours de l'Odyssée en grec. Depuis que nous sommes sur le Nil, j'en ai absorbé 4 chants. Comme nous reviendrons par la Grèce, ça pourra me servir. Les premiers jours, je m'étais mis à écrire un peu, mais j'en ai, Dieu merci, bien vite reconnu l'ineptie. Il vaut mieux être œil, tout bonnement. Nous vivons, comme tu le vois, dans une paresse crasse, passant toutes nos journées couchés sur nos divans, à regarder ce qui se passe, depuis les chameaux et les troupeaux de bœufs du Sénahar jusqu'aux barques qui descendent vers le Caire, chargées de négresses et de dents d'éléphants. Nous sommes maintenant, mon cher monsieur, dans un pays où les femmes sont nues, et l'on peut dire avec le poète comme la main, car pour tout costume, elles n'ont que des bagues. J'ai vu des filles de Nubie qui avaient des colliers de piastres d'or, leur descendant jusque sur les cuisses, et qui portaient sur leur ventre noir des ceintures de perles de couleur. Et leur danse. Procédons par ordre, cependant. Du Caire à Beni Suef, rien de bien curieux. Nous avons mis 10 jours à faire ces 25 lieues à cause du Khamsin, ou Simoun, meurtrier, qui nous a retardés. Rien de ce que l'on dit sur lui n'est exagéré. C'est une tempête de sable qui vous arrive. Il faut s'enfermer et se tenir tranquille. Nos provisions en ont seules beaucoup souffert, la poussière pénétrant partout, jusque dans les boîtes de fer blanc fermées à force. Le soleil ces jours-là a l'air d'un disque de plomb. Le ciel est pâle. Les barques tournoient sur le Nil comme des toupies. On ne voit pas un oiseau, pas une mouche. Arrivés à Beni Suef, nous avons fait une course de 5 jours au lac Moéris. Mais comme nous n'avons pu aller jusqu'au bout, nous y retournerons une fois revenus au Caire. Jusqu'à présent, du reste, nous avons vu peu de choses car nous profitons du vent pour aller au plus loin de notre voyage. C'est en revenant que nous nous arrêterons partout. Comme nous avons l'intention d'aller à Kosseir, sur les bords de la mer Rouge et à la grande oasis de Thèbes, il est certain que nous ne serons pas revenus au Caire avant la fin de mai, ce qui nous remet en Syrie au mois de juin. À Médinette el Fayoum, nous avons logé chez un chrétien de Damas, qui nous a donné l'hospitalité. Il y avait chez lui, logeant comme commensal habituel, un prêtre catholique. Sous prétexte que les musulmans ne prennent pas de vin, ces braves chrétiens se gorgent d'eau-de-vie. La quantité de petits verres qu'on siffle par confraternité religieuse est incroyable.
Notre hôte était un homme un peu lettré, et comme nous étions dans le pays de saint Antoine, nous avons causé de lui, d'Arius, de saint Athanase, etc., etc. Le brave homme était ravi. Sais-tu ce qu'il y avait de suspendu au mur de la chambre où nous avons couché? Une gravure représentant une vue de Quillebeuf et une autre, une vue de l'abbaye de Graville. Cela m'a fait bien rêver. Quant au propriétaire, il ne savait pas ce que ces deux images figuraient. Quand on voyage ainsi par terre, le soir vous couchez dans des maisons de boue desséchées, dont le toit en canne à sucre vous laisse contempler les étoiles. À votre arrivée, le cheik chez lequel vous logez fait tuer un mouton. Les principaux du pays viennent vous faire une visite et vous baiser les mains, l'un après l'autre. On se laisse faire avec un aplomb de grand sultan, puis on se met à table, c'est-à-dire on s'assoit par terre, tous en rond autour du plat commun, dans lequel on plonge les mains, déchiquetant, mâchant et rotant à qui mieux. C'est une politesse du pays. Il faut roter après les repas. Je m'en acquitte mal. Nous avons eu, à un pays qui s'appelle Djebel el-Teir, un tableau assez bon. Sur le haut d'une montagne dominant le Nil se trouve un couvent de Coptes. Ils ont l'habitude, dès qu'ils aperçoivent une cange de voyageurs, de descendre de leur montagne, de se jeter à l'eau et de venir à la nage vous demander l'aumône. On en est assailli. Vous voyez ces gaillards, tout nus, descendre les rochers à pic et nager vers vous à toute force de jarret en criant tant qu'ils peuvent « Bacchis, Bacchis, Cawadia Christiani !» Donnez-nous de l'argent, monsieur chrétien. Et comme, en cet endroit-là, il y a beaucoup de cavernes, l'écho répète avec un bruit de canon « Cawadia, Cawadia !» Les vautours et les aigles volent sur vos têtes, le bateau file sur l'eau avec ses deux grandes voiles étendues. En ce moment-là, un de nos matelots, le grotesque du bord, dansait tout nu une danse lascive. Pour chasser les moines chrétiens, il leur présentait son derrière pendant qu'ils se cramponnaient au bordage de la cange. Les autres matelots leur criaient des injures avec les noms répétés d'Allah et de Mohammed. Les uns leur donnaient des coups de bâton, d'autres des coups de corde. Joseph tapait dessus avec les pincettes de la cuisine. C'était un touti de calottes, de gueulades et de rires. Dès qu'on leur a donné quelque argent, ils le mettent dans leur bouche et remontent chez eux par le même chemin. Si on ne leur administrait ainsi de bonnes rossées, on se trouverait assailli d'une telle quantité qu'il y aurait danger de faire chavirer la cange. Ailleurs, ce ne sont plus les hommes qui viennent vous voir, mais les oiseaux. Il y a à Cheikh Saïd un santon, chapelle tombeau bâtie en l'honneur d'un saint musulman, où les oiseaux vont d'eux-mêmes déposer la nourriture qu'on leur donne. Cette nourriture sert aux pauvres voyageurs qui passent par là. Nous qui avons lu Voltaire, nous ne croyons pas à ça, mais on est si arriérés ici. On y chante si peu, Béranger. Comment, monsieur, on ne commence pas à civiliser un peu ces pays? L'élan des chemins de fer ne s'y fait-il pas sentir? Quel est l'état de l'instruction primaire? Etc. Si bien que lorsqu'on passe devant ce santon, tous les oiseaux viennent entourer le bateau, se poser sur les manœuvres. On leur émiette du pain, ils tournoient, gobent sur l'eau ce qu'on leur a jeté, et repartent. J'ai fait à Quesnay quelque chose de convenable et qui, je l'espère, obtiendra ton approbation. Nous avons mis pied à terre pour faire des provisions et nous marchions tranquillement dans les bazars, le nez en l'air, respirant l'odeur de santal qui circulait autour de nous, quand, au détour d'une rue, voilà tout à coup que nous tombons dans le quartier des filles de joie. Figure-toi, mon ami, 5 ou 6 rues courbes, avec des cahutes hautes de 4 pieds environ, bâties de limon gris desséché. Sur les portes, des femmes debout, ou se tenant assises sur des nattes. Les négresses avaient des robes bleu ciel, d'autres étaient en jaune, en blanc, en rouge, larges vêtements qui flottent au vent chaud. Des senteurs d'épices avec tout cela. Et sur leurs gorges découvertes, de longs colliers de piastres d'or qui font que, lorsqu'elles se remuent, ça claque comme des charrettes. Elles vont, appellent avec des voix traînantes « Cawadia, Cawadia !» Leurs dents blanches luisent sous leurs lèvres rouges et noires.
leurs yeux d'étain roulent comme des roues qui tournent. Je me suis promené en ces lieux et repromené, leur donnant à toutes des batchis, me faisant appeler et raccrocher. Elles me prenaient à bras-le-corps et voulaient m'entraîner dans leur maison. Mets du soleil par là-dessus. Eh bien, j'ai résisté, exprès, par parti pris, afin de garder la mélancolie de ce tableau et faire qu'il restât plus profondément en moi. Aussi, je suis parti avec un grand éblouissement et que j'ai gardé. Il n'y a rien de plus beau que ces femmes vous appelant. Si j'eusse cédé, une autre image serait venue par-dessus celle-là et on aurait atténué la splendeur. Je n'ai pas toujours mené avec moi un artistisme si stoïque. À Esnay, je suis allé chez Rushiuk Hanem, courtisane fort célèbre. Quand nous arrivâmes chez elle, il était 2 heures de l'après-midi, elle nous attendait. Sa confidente était venue le matin à la cange, escortée d'un mouton familier tout tacheté de henné jaune, avec une muselière de velours noir sur le nez et qui la suivait comme un chien. C'était très farce. Elle sortait du bain. Un grand tarbouche, dont le gland éparpillé lui retombait sur ses larges épaules et qui avait sur son sommet une plaque d'or avec une plaque verte, couvrait le haut de sa tête, dont les cheveux sur le front étaient tressés en tresses minces allant se rattacher à la nuque. Le bas du corps caché par ses immenses pantalons roses, le torse tout nu, couvert d'une gaze violette, elle se tenait au haut de son escalier, ayant le soleil derrière elle, et apparaissant ainsi en plein dans le fond bleu du ciel qui l'entourait. C'est une impériale bougresse, tétonneuse, viandée, avec des narines fendues, des yeux démesurés, des genoux magnifiques, et qui avait en dansant de crânes plis de chair sur son ventre. Elle a commencé par nous parfumer les mains avec de l'eau de rose. Sa gorge sentait une odeur de térébenthine sucrée. Un triple collier d'or était dessus. On a fait venir les musiciens et l'on a dansé. Sa danse ne vaut pas, à beaucoup près, celle du fameux Hassan dont je t'ai parlé. Mais c'était pourtant bien agréable sous un rapport et d'un fier style sous l'autre. En général, les belles femmes dansent mal. J'en accepte une nubienne que nous avons vue à Assouan. Mais ce n'est plus la danse arabe, c'est plus féroce, plus emporté. Ça sent la ligne et le nègre. Le soir, nous sommes revenus chez Rushiuk Hanem. Il y avait 4 femmes danseuses et chanteuses, almées. Le mot almée veut dire savante, bas bleu, comme qui dirait putain, ce qui prouve, monsieur, que dans tous les pays, les femmes de lettres. La fête a duré depuis 6 heures jusqu'à 10h30. Le tout entremêlé de baisers pendant les entr'actes. 2 joueurs de rebec assis par terre ne discontinuaient pas de faire crier leur instrument. Quand Rushiuk s'est déshabillé pour danser, on leur a descendu sur les yeux un pli de leur turban afin qu'ils ne vissent rien. Cette pudeur nous a fait un effet effrayant. Je t'épargne toute description de danse, ce serait raté. Il faut vous l'exposer par des gestes pour vous la faire comprendre, et encore, j'en doute. Quand il a fallu partir, je ne suis pas parti. Rushiuk ne se souciait guère de nous garder la nuit chez elle, de peur des voleurs qui auraient bien pu venir, sachant qu'il y avait des étrangers dans sa maison. Maxime est resté tout seul sur un divan, et moi, je suis descendu au rez-de-chaussée dans la chambre de Rushiuk. Une mèche brûlait dans une lampe de forme antique suspendue à la muraille. Dans une pièce voisine, les gardes causaient à voix basse avec la servante, négresse d'Abyssinie, qui portait sur les 2 bras des traces de peste. Son petit chien dormait sur une veste de soie. Son corps était en sueur. Elle était fatiguée d'avoir dansé. Elle avait froid. Je l'ai couverte de ma pelisse de fourrure, et elle s'est endormie. Pour moi, je n'ai guère fermé l'œil. J'ai passé la nuit dans des intensités rêveuses infinies. C'est pour cela que j'étais resté. En contemplant dormir cette belle créature qui ronflait la tête appuyée sur mon bras, je pensais à des nuits de plaisir à Paris, à un tas de vieux souvenirs, et à celle-là, à sa danse, à sa voix qui chantait des chansons sans signification ni mots distinguables pour moi. Cela a duré ainsi toute la nuit.
À 3 heures, je me suis levé pour aller dans la rue. Les étoiles brillaient. Le ciel était clair et très haut. Elle s'est réveillée, a été chercher un pot de charbon, et pendant 1 heure s'est chauffée, accroupie autour, puis est revenue se coucher et se rendormir. Le matin, à 7 heures, nous sommes partis. J'ai été chassé avec un matelot dans un champ de coton, sous des palmiers et des gazis. La campagne était belle. Des Arabes, des ânes, des buffles allaient au champ. Le vent soufflait dans les branches minces des gazis. Cela sifflait comme dans des joncs. Les montagnes étaient roses. Le soleil montait. Mon matelot allait devant moi, se courbant pour passer sous les buissons et me désignant d'un geste muet les tourterelles qu'il voyait sur les branches. Je n'en ai tué qu'une. Je ne les voyais pas. Je marchais, poussant mes pieds devant moi et songeant à des matinées analogues. À une, entre autres, chez le marquis de Pomereux, au Héron, après un bal. Je ne m'étais pas couché, et le matin j'avais été me promener en barque sur l'étang, tout seul, dans mon habit de collège. Les cygnes me regardaient passer et les feuilles des arbustes retombaient dans l'eau. C'était peu de jours avant la rentrée. J'avais 15 ans. Comme nature, ce que j'ai encore vu de mieux, ce sont les environs de Thèbes. À partir de Kénay, l'Égypte perd son allure agricole et pacifique, les montagnes deviennent plus hautes et les arbres plus grands. Un soir, dans les environs de Dendera, nous avons fait une promenade sous les dômes, palmiers de Thèbes. Les montagnes étaient lits de vin, le Nil bleu, le ciel outre-mer et les verdures d'un vert livide. Tout était immobile. Ça avait l'air d'un paysage peint, d'un immense décor de théâtre fait exprès pour nous. Quelques bons Turcs fumaient au pied des arbres avec leurs turbans et leurs longues pipes. Nous marchions entre les arbres. À propos, nous avons vu déjà beaucoup de crocodiles. Ils se tiennent à l'angle des îlots comme des troncs d'arbres échoués. Quand on en approche, ils se laissent couler dans l'eau comme de grosses limaces grises. Il y a aussi beaucoup de cigognes et de grandes grues qui se tiennent au bord du fleuve par longues files alignées comme des régiments. Elles s'envolent en battant des ailes quand elles aperçoivent la cange. Ici, du reste, en Nubie, cela change. Il y a peu d'animaux. Cela devient plus vide. Le Nil se resserre entre des rochers. Lui qui était si large est maintenant resserré, par places, entre des montagnes de pierres. Il a l'air de ne pas remuer et se tient plat, scintillant au soleil. Avant-hier, nous avons passé les cataractes, ou, pour mieux dire, les cataractes de la première cataracte, car c'est tout un pays. Des nègres nus traversent le fleuve sur des troncs de palmiers, en ramant avec les 2 mains. Ils disparaissent dans les tourbillons d'écume plus rapidement qu'un flocon de laine noire jeté dans un courant de moulin. Puis le bout de leur tronc d'arbre, sur lequel ils sont couchés, se cabre comme un cheval. On les revoit, ils arrivent à nous et montent à bord. L'eau ruisselle sur leur corps lisse comme sur les statues de bronze des fontaines. La description de la manière dont on passe les cataractes est trop longue. Sache qu'un coup de gouvernail à faux casserait le bateau net sur les rochers. Nous avions environ 150 hommes pour aller notre bateau. Tous la tirent ensemble sur un long câble et gueulent d'accord en poussant de grands cris. Nous sommes arrêtés dans ce moment faute de vent. Les mouches me piquent la figure. Le jeune Ducamp est parti faire une épreuve. Il réussit assez bien. Nous aurons, je crois, un album assez gentil. Je ne t'ai pas encore, suivant la promesse que je t'avais faite, ramassé des cailloux du Nil, car le Nil a peu de cailloux. Mais j'ai pris du sable. Nous ne désespérons pas, quoique cela soit difficile, d'exporter, expression commerciale, quelques momies. Écris-moi donc d'archi longues lettres. Envoie-moi tout ce que tu voudras, pourvu qu'il y en ait beaucoup. Dans 1 an, à cette époque-ci, je serai de retour. Nous reprendrons nos bons dimanches de Croisset. Voilà bientôt 5 mois que je suis parti. Je pense à toi souvent, pauvre vieux. Adieu. Je te serre à 2 bras.
y compris tout écaillé. PS. Si tu veux savoir l'état de nos boules, nous sommes couleur de pipe culottée. Nous engraissons. La barbe nous pousse. Sassetti est habillé à l'égyptienne. Maxime, l'autre jour, m'a chanté du Béranger pendant 2 heures, et nous avons passé la soirée jusqu'à minuit à maudire ce drôle. Hein? Comme la chanson des gueux est peu faite pour les socialistes, et doit les satisfaire médiocrement.